BIP, entretien du mois. Chaque mois, Brussels Information Press vous propose une analyse sur les sujets sociopolitiques, économiques ou culturels avec un ou plusieurs invités. BIP, entretien du mois, est un programme de Brussels Information Press. Pacifique Ninina Hazoué était de passage à Bruxelles en début octobre où il prenait part à une réunion du Conseil national pour le respect des accords d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi. Il a accordé un entretien à Brussels Information Press pour faire le point sur la mission du Conseil ainsi que la situation sociopolitique au Burundi. Président du Forum pour la conscience et le développement, en sigle FOCODE, Pacifique Ninina Hazoué est l'un des symboles vivants de la résistance citoyenne face aux abus du pouvoir de Bujumbura. Lorsqu'il crée ce mouvement en 2001, il a comme objectif de faire avancer la réconciliation nationale et la lutte contre l'impunité dans son pays. L'un des leaders de la campagne Halt au troisième mandat du président sortant Pierre Nkurunziza au cours de cette année, aux côtés de Pierre Claver Mbonipa, Vital Shimirimana et Marguerite Barankizé, Pacifique Ninina Hazoué est resté très actif dans les réseaux sociaux où il perpétue son œuvre d'informer la communauté nationale et internationale sur la situation sociopolitique de son pays, malgré les menaces et les intimidations du pouvoir dont il est l'objet. De passage à Bruxelles dans le cadre d'une réunion des membres du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi, il fait le point avec Brussels Information Press sur l'objet de cette réunion, la mission du dit Conseil et analyse sans complaisance la situation sociopolitique au Burundi. Monsieur Pacifique Ninina Hazoué, bonjour. Bonjour. Nous avons eu vent de votre présence à Bruxelles. Peut-on savoir ce qui vous amène ici et quelle est l'importance de ce déplacement au cœur des institutions européennes? Je suis à Bruxelles depuis quelques semaines. Je suis venu dans le cadre d'abord du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha, de la restauration de l'état de droit au Burundi, SNARED. On avait un conclave ici à Bruxelles. C'était en fait notre toute première réunion entre tous les membres, toutes les forces composantes de ce Conseil. Mais en marge de cette réunion, j'en ai profité pour rencontrer différentes autorités belges, qu'ils soient des gouvernementaux ou des parlementaires, mais aussi j'ai fait un voyage à Paris où j'ai aussi pu rencontrer des autorités françaises. En ce moment, je suis au bout de ma visite dans les deux pays. Je rappelle à cet effet que la présentation du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit au Burundi s'est faite en début septembre ici à Bruxelles, en présence d'imminentes personnalités de Bujumbura, pour ne pas les citer, le président de l'Assemblée nationale, le deuxième vice-président, le vice-président du SNARED, etc. J'aimerais qu'on revienne sur cette réunion des membres du SNARED à laquelle vous avez pris part. Comment se met en place cette organisation et quelle est sa principale mission? L'idée du Conseil est née après que Nkurunziza avait organisé une mascarade électorale en juillet dernier. On avait protesté d'abord, comme vous le savez, il y a eu ces manifestations qui avaient rassemblé beaucoup de gens, qui avaient été appelés aussi bien par la société civile que par des partis de l'opposition. Et lorsque Nkurunziza a continué, nous sommes dit, mais quelle sera la suite? Alors, les différentes forces politiques et citoyennes engagées contre le troisième mandat se sont constituées dans un conseil pour continuer à lutter contre ce troisième mandat, contre la violation de l'accord d'Arusha et contre la violation de la constitution du Burundi, dans le but d'avoir de véritables élections qui donnent des institutions légitimes au Burundi. Alors, la mise en place de ce conseil, c'est plus la mise en commun le travail en commun, la coordination des différentes forces opposées au troisième mandat de Nkurunziza. Lors de la médiation menée par le président ougandais Yoweri Museveni entre le pouvoir en place, les partis d'opposition et la société civile, l'un des clashs avait été l'existence du SNARED, nouvellement constitué à Addis Abeba, et les exigences qu'il demandait, notamment la mise en cause de la candidature du président sortant en troisième mandat. Ne voyez-vous pas dans cette tentative du SNARED une manœuvre de bloquer les dialogues, alors que la Cour constitutionnelle avait déjà validé la candidature du président sortant, d'avoir manqué d'explorer d'autres pistes de sortie de crise? Plutôt, le fait qu'il y ait un conseil national, ça devient que des demandes claires peuvent être formulées par les différentes forces qui s'opposent à Nkurunziza. En réalité, aujourd'hui,
Nkurunziza, s'il a réellement l'intention de négocier, il a une force avec laquelle il faut négocier et trouver une solution qui va dans l'intérêt du Burundi, qui va dans l'intérêt des Burundais. À l'absence de négociation, nous continuons à crier, à alerter le monde que le Burundi est au bord d'une guerre terrible, d'une guerre civile. Et je dois aussi dire une chose sur ce conseil. C'est une chance exceptionnelle pour le Burundi de voir un moment où les Hutus et les Tutsis se mettent ensemble, où les gens qui proviennent de toutes les tendances politiques de l'opposition, où les gens qui proviennent de toutes les confessions religieuses, qui proviennent de toutes les formes de division qui puissent exister entre les Burundais, se mettent ensemble et dire la même chose. Ça donne l'importance de cette cause, ça donne l'importance du combat que nous menons aujourd'hui pour la protection de la Constitution et de l'accord d'Arusha, de la réconciliation des Burundais surtout. Alors, quel est l'agenda de ce Conseil dans les mois et semaines qui arrivent? C'est d'abord de continuer à demander que tous les partenaires du Burundi arrivent à convaincre qu'il y ait une négociation entre Nkurunziza et la contestation de son mandat. Et pour nous, le résultat que nous attendons de ce débat, c'est d'abord qu'il soit clair que Nkurunziza ne peut pas faire un troisième mandat, qu'il n'a pas le droit de piétiner notre constitution, qu'il n'a pas le droit de piétiner l'accord d'Arusha. 2, c'est d'arriver à protéger les Burundais. Nkurunziza s'est engagé à exterminer tous ceux qui se sont opposés à son troisième mandat. Déjà dans son discours du 20 août, il a dit que tous ceux qui s'opposent à son mandat vont finir comme de la traînée de poudre et que son Dieu, ce Dieu qu'il aurait mis en place, va exterminer tout ce qui s'oppose à son troisième mandat. C'est dire au monde que le Burundi est en danger, que les Burundais sont en danger, qu'une crise grave est à venir si rien n'est fait de manière urgente. Nous sommes en face d'un illuminé, d'un président qui croit qu'il est en phase avec son Dieu et que son Dieu l'a mandaté à exterminer des gens. Il faut que le monde agisse vite. 3, c'est qu'après on ait une transition qui organise de nouvelles élections, mais aussi qui démantèle les milices de Nkurunziza, ces milices qu'il a mis en place pour exterminer son peuple. Nous avons appris l'assassinat d'une quinzaine de jeunes la semaine dernière. Dans le même temps, le pouvoir de Bujumbura a fait appel aux différents groupes armés à déposer et à ramener les armes. Une situation critiquée par le porte-parole d'Agathon Rwasa, vice-président de l'Assemblée nationale, qui demande au pouvoir en place de montrer l'exemple. Quelle est votre lecture ? C'est d'ailleurs une aberration. Le même pouvoir arme, le même pouvoir donne une information militaire aux jeunes. Et c'est le même pouvoir qui arrive pour nous dire amenez les armes, on ne va rien vous faire. Et en même temps, ce pouvoir attaque des quartiers contestataires. Rien que cette semaine, ce week-end, ils ont tué 15 jeunes, une quinzaine de jeunes. Et c'est ceux-là qui disent amenez vos armes. Mais plutôt en attaquant les jeunes, ils donnent le ton. Ça veut dire quoi? Les jeunes se disent, mais si on n'est pas armé, on va tous se faire tuer. Voilà, c'est ce pouvoir qui amène plutôt les gens dans l'esprit de l'armement, dans un pays où on avait des services de sécurité qui rassuraient tout le monde, et le pouvoir amène les gens à se dire plutôt, on n'est plus protégé, on doit résister, on doit s'autodéfendre nous-mêmes. C'est catastrophique ce qui est en train de se faire. C'est aussi d'entendre les messages qui sont faits. Le parti au pouvoir vient de faire une déclaration après que des sanctions ont été prises par l'Union européenne contre 4 officiers proches du président Nkurunziza. Et il y a un qui est plutôt putschiste et 3 qui sont proches de Nkurunziza. La réaction du pouvoir, c'est de dire, mais voyez, ce ne sont que des Hutus qui sont sanctionnés, et il rappelle toute l'histoire des massacres qu'on a connus dans le passé, et ça risque d'attiser encore une fois la haine ethnique. Et on sent que ce pouvoir veut jouer sur la haine ethnique, et dans notre région, la haine ethnique amène à des catastrophes. Hier, il y a 20 ans, la haine ethnique distillée par des autorités a amené à un génocide au Rwanda. Et c'est des choses sur lesquelles on ne peut pas jouer. Et cela m'appelle encore une fois à alerter la communauté internationale. Faites attention. Hier, dans cette région, nous avons eu des dirigeants qui utilisent ce langage et qui ont amené à un génocide. Faites attention. Le Burundi est en danger si on n'arrête pas ce genre de message. L'Union européenne vient d'adopter des sanctions à l'égard des 4 responsables burundais, dit-on, des proches du pouvoir. Elle compte ouvrir dans les prochains jours
les négociations autour de l'article 96 de l'accord de Cotonou qui régit la coopération Union européenne et les États ACP. La Belgique, par la voix du ministre de la Coopération, a décidé de suspendre toute coopération avec le Burundi pour un montant de 60 millions d'euros. Le président est-il sourd à tous ces messages? Jusqu'ici, il nous semble que Nkurunziza n'a rien compris à toute forme d'oppression, qu'elle soit intérieure ou qu'elle soit extérieure. Mais nous continuons à dire à la communauté, à différents partenaires, de renforcer cette pression. Après tout, dans les mois qui viennent, il aura des difficultés à payer ses fonctionnaires. Dans les mois qui viennent, il aura même des difficultés à payer sa milice. Et dans cette situation, je pense qu'il comprendra qu'il ne peut pas continuer à fermer les oreilles à tous ces appels qui, après tout, ne sont que des appels pour la réconciliation de son peuple, pour la paix dans son pays, pour le retour à la démocratie. Je pense qu'on doit faire comprendre à Nkurunziza qu'en ce moment, il a tout intérêt à négocier, alors qu'il a tout à perdre s'il refuse la négociation. De notre côté, nous ne voulons qu'un combat pacifique, nous ne voulons que ce retour à la démocratie, nous ne voulons que la paix pour les Burundais. Mais la démarche dans laquelle Nkurunziza est engagé, ça risque de conduire ce pays à la guerre et ça risque de le conduire lui-même dans des difficultés extrêmement graves. Chaque jour, il s'enfonce dans des crimes contre l'humanité. Et c'est des crimes impardonnables. S'il continue ainsi, sans fin, ce sera quoi? Ce sera comme d'autres présidents, à la Gbagbo en Côte d'Ivoire ou à d'autres. Il a intérêt à arrêter cet engrenage vers la guerre, cet engrenage vers des crimes immenses, innommables. Il a tout intérêt à arrêter cela et négocier plutôt sa sortie dans la paix et dans la sécurité de tous les Burundais. Est-ce que peut-on savoir à propos de l'enquête sur l'assassinat d'Adolphe Nshimirimana? Je sais qu'après cet assassinat, il y en a eu d'autres que vous continuez vous-même de dénoncer. Est-ce que vous avez connaissance des éléments d'enquête aujourd'hui? Il a été promis qu'il y aura une enquête sur cette situation, sur cet assassinat. Il s'est fait qu'après l'assassinat d'Adolphe Nshimirimana, Nkurunziza a dit qu'il devrait y avoir une enquête à terminer dans une semaine, dans 7 jours. Pour moi, c'était même une aberration, parce que beaucoup d'autres Burundais se sont fait tuer durant son régime. Il n'a jamais dit qu'il fallait faire une enquête. On ne voit jamais d'enquête au Burundi quand des gens sont assassinés, et généralement, ils sont assassinés par les services de renseignement de M. Nkurunziza lui-même. Alors, il y a eu un semblant de rapport du procureur général de la République, mais un rapport qui ne donne pas la lumière sur cet assassinat. En ce moment, personne au Burundi ne peut dire qu'il connaît réellement qui a tué Adolphe Nshimirimana. Alors, nous en appelons encore une fois à la responsabilité de ces dirigeants de fait aujourd'hui. Ce sont des dirigeants de fait. Pour nous, ils ne sont pas légitimes, mais nous en appelons à leur conscience, à leur responsabilité d'arrêter d'urgence cet engrenage vers la mort, vers des massacres, et qu'il y ait la lumière sur tous ces assassinats qui sont faits et que les auteurs soient sanctionnés. Mais nous en appelons aussi à la communauté internationale et plus particulièrement à la Cour pénale internationale, parce qu'à ce moment, nous avons des assassinats systématiques et qui sont nombreux et qui sont commis par des agents de l'État qui peuvent facilement rentrer dans le cadre des crimes contre l'humanité. Est-ce que vous avez les preuves de se dire? Oui, nous en avons. Ce ne sont pas des gens qui se cachent. Lorsque la police attaque des quartiers, ils ne se cachent même pas. Les cadavres, on les découvre tous les jours sur les bords de route. Donc, c'est connu, c'est de l'autorité publique, des policiers qui attaquent des quartiers et qui tuent des gens. C'est des choses qu'on voit, qui se font au vu et au su de tout le monde. Et la police elle-même ne s'en cache même pas, ne le refuse même pas, ne le révite même pas. Ils disent simplement qu'ils ont attaqué des insurgés. Et pour eux, les insurgés, c'est qui? Ce ne sont que des manifestants qui ont protesté pacifiquement depuis avril dernier contre le projet de 3e mandat de Nkurunziza. Alors, dans cette situation, nous disons, la communauté internationale doit prendre aussi sa responsabilité, enquêter sur ce qui se passe et à la Cour pénale internationale de poursuivre les auteurs de ces crimes graves. Oui. Alors, une toute dernière question, c'est de savoir, est-ce que, à votre avis, Nkurunziza a une réelle volonté de pacifier la situation sociopolitique au Burundi? Ça, c'est une première chose. Et si vous l'avez en face de lui, que pouvez-vous demander comme interpellation pour ramener un peu la paix que les Burundais aspirent aujourd'hui depuis des années? Je dois dire que dès le début, depuis avril, je n'ai jamais compris l'orientation qu'est en train de prendre M. Nkurunziza. Je trouvais que c'est une option suicidaire de sa part. Il avait tous les choix
beaucoup de bons choix à faire. Il lui a été proposé notamment de quitter le pouvoir, d'être un envoyé spécial de la FIFA. Vous savez, c'est un président qui s'occupe particulièrement du football. Des propositions lui auraient été faites de devenir un envoyé spécial dans le domaine du sport. Et donc, à la sortie, il avait un avenir. D'abord, au Burundi, il devient un sénateur à vie. Dans la constitution du Burundi, tout ancien président est un sénateur à vie. Ensuite, il avait cette carrière qu'il pouvait continuer. Il a beaucoup d'argent. C'est quelqu'un d'extrêmement riche qui ne deviendrait pas pauvre. On n'a pas compris cette option qu'il a prise. Il pouvait aider peut-être un ami à le remplacer. Nous, on nous demandait que le respect de la Constitution, on nous demandait que le respect de l'accord d'Arusha, on nous demandait que le respect de la limitation des mandats présidentiels. Mais lui, il a pris cette option qui aujourd'hui le conduit et le pays à la catastrophe, mais lui-même personnellement à un avenir qui devient de plus en plus sombre. Une question, Mathieu Lépine, c'est le contraste entre une partie de l'opinion publique burundaise qui a décrié la troisième candidature du président sortant et qui pourtant a voté le même président. On a annoncé une participation au vote des citoyens à plus de 70%. Comment expliquez-vous cet état ? Un homme au pouvoir en Afrique, un président africain qui organise une élection sans une commission électorale indépendante, qui n'est observée par personne, qui est là sans contestation, sans compétition avec qui que ce soit, avec des radios incendiées, sans aucun média privé indépendant. S'il a obtenu 70%, c'est plutôt surprenant. Moi, j'aurais attendu qu'il obtienne 99,99% comme certains dictateurs le font en Afrique. Donc, je trouve qu'il a plutôt été... Il a su jouer avec les chiffres. Mais sinon, il pouvait se donner n'importe quel score qu'il veut puisqu'il n'était en compétition avec personne. Le Burundi participe à plusieurs missions de maintien de la paix en Somalie, en Centrafrique, à titre d'exemple, aussi bien pour l'Union africaine que pour les Nations unies. Pierre Nkurunziza est-il un mal nécessaire pour ces institutions alors qu'on n'a pas une vraie opposition en face qui a les moyens et qui est capable d'assurer une transition et surtout une évolution pacifique du pays? Mon impression est que Pierre Nkurunziza est plutôt devenu une menace grave à la stabilité de notre région. Si Nkurunziza se maintient, il est clair que le Burundi va tout droit à une guerre civile. Et une guerre civile qui va au-delà du contexte burundais. Si par exemple, il arrive à commettre un génocide, on sait qu'il y a des pays dans la région qui ont dit clairement que s'il y a génocide, ils vont intervenir. On sait aussi que Nkurunziza est soutenu par certains autres pays. Le risque alors qu'il y a dans cette situation, ça risque d'être un affrontement entre des pays de la région s'ils s'engagent réellement dans un véritable génocide. Deuxièmement, Nkurunziza abrite des miliciens FDLR. Ces Rwandais, dont certains avaient même commis un génocide au Rwanda. Et s'ils continuent à se renforcer, à utiliser ce genre de milice, c'est une menace grave à la paix et à la stabilité de toute la région. Et dans cette situation, je ne pense pas réellement que le maintien de Nkurunziza au pouvoir, en train de tuer sa propre population, sera un atout de stabilité pour le reste des pouvoirs dans la région, mais plutôt il risque d'amener des autres régimes de la région à s'affronter sur le reste là. Donc ça, c'est sur le plan de la sécurité de la région. Mais en plus, Nkurunziza, je vous assure, ne va pas ne va pas stabiliser le Burundi. La protestation, la contestation de son pouvoir est tellement forte qu'elle atteint le cœur même de son pouvoir. Aujourd'hui, on sent que cette contestation se trouve même dans sa garde, se trouve même dans son armée. Ce n'est pas un président qui maîtrise ses services de sécurité et c'est un président aujourd'hui qui se méfie de ses propres forces de sécurité. Ce président risque de ramener le Burundi extrêmement en arrière. La construction des services de sécurité aujourd'hui au Burundi a été un enjeu historique. Il a fallu beaucoup d'années pour que le Burundi ait une armée stable qui rassure tous les Burundais. Mais aujourd'hui, avec son discours de division ethnique, il a amené une tension terrible au sein de l'armée
il risque d'exploser cette armée et il sera encore difficile de bâtir une armée nationale qui rassure tous les Burundais. Enfin, sur le plan des forces de maintien de la paix auxquelles le Burundi participe, mais le risque est encore grand parce qu'à la fin, les forces burundaises risquent de s'affronter au-delà même des frontières du Burundi. J'ai déjà appris des tensions entre les militaires burundais en Somalie. J'ai déjà appris qu'il y aurait des tensions au sein des forces burundaises en Centrafrique. Mais ce serait extrêmement grave qu'un jour, des Burundais qui sont à l'extérieur, pour maintenir la paix à l'extérieur, s'affrontent entre eux-mêmes. Ce serait catastrophique. Donc, Pierre Nkurunziza est devenu une menace grave pour tout le monde. Il faut qu'on l'arrête vite.